Dans une journée, il n'y a que 24 heures, même pour Giovanni Basso. Et c'est l'une des choses qui, en ce bas monde, le contrarie beaucoup. Car Giovanni Basso, 48 ans, multiplie les activités au point de manquer régulièrement de temps pour les mener tout à bien. À Rome, où il a installé ses bureaux sur 2 étages d'un immeuble cossu, Basso gère une grosse entreprise de fabrication de meubles. En tout, il dirige 700 personnes réparties un peu partout en Italie. Et depuis 5 ans, il étend son mini-empire dans d'autres pays, la France et l'Espagne. Giovanni Basso a sacrifié beaucoup de choses à son travail. Issu d'un milieu modeste, durant son adolescence, il s'est mis à rêver de réussite sociale. Il voulait collectionner les signes extérieurs de richesse que ses parents n'avaient pu arborer. Doué pour le commerce, il s'associa avec un copain dans une boutique de chaussures, puis avec un autre pour des jeans, et ainsi de suite. En 1980, il comprit qu'il devait choisir un secteur et s'y tenir plutôt que papillonner. Il se mit à dessiner des meubles et le succès ne tarda pas à arriver. 15 ans plus tard, Giovanni Basso peut mesurer le chemin joliment parcouru. Il est devenu un homme riche, respecté, craint même par ses collaborateurs qu'il peut maltraiter, verbalement en tout cas. Levé à l'aube, jamais couché avant minuit, Basso entretient sa forme en réservant 3 heures par semaine à la natation et 2 autres tennis. Sa vie privée, il l'a sacrifiée au boulot. Marié très jeune, il avait 22 ans, il a divorcé 15 mois plus tard en jugeant que cette union-là constituait une entrave à son ascension professionnelle. Par la suite, Giovanni Basso a collectionné quelques aventures de plus ou moins longue durée. Mais dans son esprit, il n'a jamais été question de s'attacher réellement à une femme. Quant aux enfants, il les trouve souvent sympas, mais exclusivement chez les autres. D'ailleurs, de façon plus générale, la famille, ce n'est pas son truc. Il a perdu ses parents, qu'il a vus sur le tard, à la fin de la trentaine, et il a quasiment oublié qu'il a 2 oncles, une tante et quelques cousins restés dans sa région natale, à côté de Sienne. Si bien que lorsqu'il apprend au printemps de 90 que son oncle Tonio vient de mourir à l'âge de 82 ans, Giovanni n'est nullement chagriné. Un peu plus tard, il est contacté par Maître Lamberto, un notaire à Sienne, l'informant qu'il est le principal héritier du défunt, frère de son père, n'ayant pas eu de descendant direct. L'essentiel des biens de Tonio Basso se trouve dans une jolie maison à 30 km de Sienne, au sein de cette Toscane où Giovanni ne retourne jamais. Le businessman vit à Rome et lorsqu'il part en vacances, rarement, c'est à l'étranger, principalement aux États-Unis. Ce 12 avril 1990, Giovanni Basso doit effectuer un saut à Sienne, chez le notaire de Tonio, puis aller voir la propriété dont il a déjà décidé de se séparer. Il considère cette journée comme un peu perdue, car il ne connaît pas la nostalgie et n'éprouve aucune envie de retourner sur la terre de ses ancêtres. En se réveillant ce matin-là, Giovanni est néanmoins à la fois intrigué et de plutôt bonne humeur. Il a rêvé d'une dame vêtue d'une robe jaune paille, portant un panier rempli d'oranges. D'une voix douce, elle lui murmurait « Reste un peu ici, reste un peu ici, reste un peu » En racontant ce songe à sa secrétaire, Basso se trouve visiblement sous le charme et avoue « Je passerai bien un moment avec elle. Mais hélas, je ne sais ni comment elle s'appelle, ni où elle habite. » En s'envolant de Rome vers Florence, Giovanni Basso se plonge dans quelques-uns des dossiers du moment. Une voiture l'attend à l'aéroport et le conduit à Sienne, où il signe différents documents. Lamberto, la soixantaine rassurante, l'accompagne chez Feu Tonio. « Je ne vois plus bien à quoi ressemble cette bicoque », lui confie Giovanni sur la route. « Je n'ai pas dû y mettre les pieds depuis 30 ans. J'en fais le tour, nous fixons le prix, et comme vous avez mon entière confiance, je vous laisse traiter l'affaire. » Puis regardant sa montre, il précise « Dans un quart d'heure, je dois être parti. » Au pas de charge, Basso entreprend la visite.
Son interlocuteur, qui ne monte plus les escaliers par 2 ou 3 marches, le suit comme il peut. Giovanni jette un regard assez distrait dans les pièces. Pas une seule fois il n'a ces mots « Ah, je me souviens » ou bien « Ça me rappelle ». Il répète seulement « On vide, on vide, on vide ». Giovanni Basso est tellement obsédé par l'avenir qu'il méprise le passé. Mais au détour d'un couloir, sur un palier, il tombe en arrêt devant une peinture et s'exclame « Incroyable !» L'homme pressé s'est assis dans un petit fauteuil situé juste en face d'une jolie toile, où une jeune femme vêtue d'une robe jaune paille porte une corbeille remplie d'oranges qu'elle s'apprête à poser sur la table d'un jardin. « Qui est-ce » interroge Basso. L'homme de loi se montre incapable de lui répondre. « Je sais seulement que votre oncle aimait beaucoup cette œuvre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il venait régulièrement s'asseoir à 1 mètre d'elle. » Basso raconte son rêve et jure « C'est elle, j'en mettrai ma main au feu. » Il se dégage de cette peinture comme une invitation à l'apaisement, à la sérénité. Les yeux bleus de la dame aux cheveux blonds sont fascinants. Basso est subjugué, au point, fait hallucinant, qu'il en oublie son horaire. Après avoir observé de longues minutes de silence, il annonce « J'emporte cette charmante personne. » Et il poursuit sa découverte de la maison, la toile sous le bras. Il marche plus lentement et apparaît sensiblement plus attentif. Basso a l'air songeur. Il arpente le grand jardin, dont il admire certains coins. À n'en pas douter, il est troublé. « J'avais oublié combien cet endroit est magnifique, » murmure-t-il. Presque à regret, il prend congé de maître Lamberto. Dans la voiture qui le ramène à Florence, il fixe la dame aux oranges. Les mots du rêve lui reviennent à l'esprit. « Reste un peu ici, reste un peu ici, reste un peu. » D'ici un quart d'heure environ, Basso sera à l'aéroport. « Faites demi-tour », ordonne-t-il au chauffeur. « Dans un premier temps, vous me trouvez un téléphone. Dans un second, nous retournons d'où nous venons. » En 3 minutes, Basso est mis en communication avec Lamberto, à qui il annonce « J'ai changé d'avis, je ne vends plus. » Un peu plus tard, Giovanni replace le cadre où son oncle l'avait tant contemplé et s'assied à nouveau face à lui. Pour la première fois de sa vie, Giovanni Basso vient d'accepter d'être dirigé par quelque chose de totalement irrationnel. Et la sensation qui l'envahit lui procure un bien fou. Giovanni Basso va faire de ce lieu la résidence secondaire qu'il n'a jamais cherché à acquérir. Il se jure de s'y poser régulièrement, loin du tumulte dont, jusqu'alors, il se droguait. Et il tint parole. Certes, il ne vient pas aussi souvent qu'il l'avait prévu, ce magique 12 avril 1990. Giovanni se montre également sans cesse à l'affût de renseignements sur cette resplendissante porteuse d'orange. Il en ignorera malheureusement tout. Cette ravissante personne, née du pinceau d'un artiste anonyme, vraisemblablement dans les années 20, conservera son mystère, celui de ses origines, comme celui de son message.